tour de table. On va commencer par Marie-Ange, rapidement. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, Marie-Ange Thébault, je suis dans le milieu associatif depuis 2009. Je m'occupe du devoir de mémoire. Je dirais que cette thématique m'a investie depuis une quarantaine d'années, hein, depuis qu'il a été autorisé voilà, de parler de la culture africaine issue de l'esclavage. Et maintenant, j'ai un collectif qui s'appelle le collectif Mémoire de l'Humanité et nous mettons en place des commémorations et un circuit de tourisme mémoriel le long de la route de l'esclave. Très bien, merci beaucoup Marie-Ange. Et puis on peut retrouver tout ça, comme l'a dit Jennifer, donc dans ton portrait qu'on peut consulter toujours sur le site des Belles Dames. Donc Marie-Léo Champignol, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, rapidement. Alors donc Marie-Léo Champignol, donc je suis militante depuis de nombreuses années, hein, donc depuis, j'ai envie de dire depuis mes 20 ans, hein, donc très investie dans le milieu associatif. Et ensuite, j'ai au décès de Sibel Fuma, donc on a monté un collectif. Ensuite, il a fallu formaliser, donc ça a été transformé en association. C'est l'association Quartier Ville Mémoire et Patrimoine Océan Indien. Et donc voilà, nous menons un combat pour voilà, dans tout ce qui est monuments en lien avec la mémoire, le patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Donc précisément à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion. Voilà. Voilà. Et donc. Suzanne Dracius. Oui, bonjour. Eh bien, moi, donc, comme ça a été annoncé déjà par Jennifer, je suis de la Martinique. Je suis d'ailleurs ici en Martinique et je suis écrivaine, poète et dramaturge. Et je suis donc quelqu'un qui, depuis le commencement, écrit sur notre histoire, sur nos histoires. Et avec en moi 4 continents et demi, les Amérindiens, Caraïbes, Arawak, etc., les Français blancs colons qui sont ici en Martinique depuis 1635, et puis les descendants de personnes esclavées. Je dis esclavées exprès parce que personne n'est esclave par nature, donc ce sont les personnes déportées d'Afrique et qui ont été réduites en esclavage. Et c'est Ronsard lui-même, donc c'est en bon français que Ronsard écrit au XVIe siècle qu'il est esclavé, qu'on a esclavé son cœur, bien sûr c'est métaphoriquement, mais le verbe est français et j'aime bien l'utiliser parce que ça rend bien l'idée que, comme disait Fanon, nous ne sommes pas esclaves de l'esclavage qui a déshumanisé nos pères. Et j'ai également, après 1848, des ancêtres indiens, de la véritable Inde, cette fois-ci, par les West Indies. Et puis, pour pimenter le tout, j'ai une arrière-grand-mère chinoise à la fin du 19e siècle, arrivée avec ces petits commerçants chinois que la France avait fait venir également. 4 continents et demi, dis-je, puisque donc j'ai en fait l'Asie en double, avec un peu d'Inde et un peu de Chine. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'est vrai que quand on me voit, on ne se doute pas que je suis dans la grande bibliothèque de New York en tant que descendante de la diaspora africaine. Et c'est vrai que puisqu'il y a eu ces lois qui disaient que quand tu es noir, tu es esclave, tu es nègre, tu es esclave aux États-Unis, par exemple. Moi, je suis noire. C'est vrai que je fais partie de la diaspora noire et je n'en ai pas honte. Au contraire, j'ai plutôt une fierté de la résistance et du marronnage. Je ne vais pas être plus longue dans ma présentation, mais elle est indispensable parce que, en fait, je suis aussi totalement humaniste. Humaniste par le sang. Par le sang et par la pensée. Et je préciserai tout à l'heure, Voilà. si j'ai l'occasion. On reviendra sur tout ça
d'ailleurs, c'est très intéressant. Merci pour cette petite mise en contexte, Suzanne. On termine avec le dernier, mais pas le moindre, Keltorabuli. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots pour te présenter? Bonsoir. Alors, j'ai écouté ces dames, ces belles dames, avec beaucoup d'attention et je pense que Suzanne dit quelle est la Réunion, enfin ces dames de la Réunion, avec une part d'Afrique et des Indes. Je crois que le mot humanité serait la passerelle qui conjoindrait ces pages de servitude. Quand j'ai commencé à écrire sur l'engagisme en 1989, j'ai constaté qu'il y avait un vide mémoriel. Et ce vide mémoriel, je l'ai arpenté, articulé de façon créative, poétologique, en combinant la connaissance et la poésie, parce que je ne pouvais écrire le premier texte fondateur du langagisme sans me relier aux humanités des esclaves, et mon histoire ne serait pas complète actuellement, au moment où je vous parle, sans que je me relie avec ces pages qui ont précédé le langagisme, qui ont chevauché, il y a eu du chevauchement. C'est pour cela que vous posez aussi le contexte dans le sillage que Suzanne Dracius a dit, c'est que ces histoires ne sont pas si hermétiques qu'on ne le pense. Donc, moi, j'ai essayé d'aller au-delà des catégorisations strictes, parce que l'histoire, vous le savez, n'existerait pas sans interprétation. Donc, pour bâtir ces humanités, il faut constamment être des bâtisseurs et des bâtisseuses de ponts et des passerelles. Et c'est pour cela, plus que devoir de mémoire, je pense que contextuellement, le devoir de mémoire est important. Il faut retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? C'est un travail de mémoire. Pour rejoindre ce que Paul Ricoeur a dit, il nous faut bâtir ensemble et apprendre de ce passé où tellement de souffrance a été causée à nos ancêtres que maintenant il faut sortir, parce que j'ai assisté pendant 31 ans, je n'ai pas été aussi long que Marie-Ange Thébault dans sa lutte pour faire reconnaître cette histoire d'esclavagisme, mais je me suis battu tout le temps, de façon inclusive, pour que nos histoires puissent se reconnecter, parce qu'elles étaient connectées dans le passé, et à un moment, un dictat, le mainstream story, a fait que l'on a séparé ces histoires-là. Et vous voyez maintenant, puisque l'histoire, il faudrait parler d'historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, comment on écrit l'histoire de ce passé. Donc il faut aller un pas en avant, mais voilà, moi, pour me situer par rapport à mon articulation avec ce que vous allez dire au niveau de l'esclavagisme, j'étais à l'UNESCO en 1994 quand la route de l'esclave a émergé au Bénin d'abord par l'extraordinaire Doudou Diène, qui est un compagnon de l'UNESCO. Et c'est à partir de là, même avant ça, parce que j'avais écrit mon livre « Cal des Trois Cultures », publié à La Réunion d'ailleurs, que j'ai commencé à dire il ne faut pas séparer ces histoires. Et c'est maintenant le credo de l'UNESCO, comme vous le savez, après la route de l'esclave, il y a maintenant la route internationale des engagés. Et dans le cahier des charges de cette route, il est inscrit que ces deux histoires, ces deux mémoires se doivent de ne plus se regarder en chien de faïence. Donc, voilà mon combat et je pourrai développer ces éléments plus tard. Alors, merci beaucoup pour tous ces éléments. Kel, est-ce que ce serait possible pour les personnes qui sont peut-être moins au fait de ces questions-là, de nous préciser et de préciser aux auditeurs qu'est-ce que c'est que l'engagisme? On connaît bien un peu mieux la période esclavagiste, etc. Est-ce que tu peux revenir sur la définition de l'engagisme? Oui, tout à fait. Je pense Comme ça, voilà, ça nous permet de ne pas revenir dessus pour bien comprendre après pour tout le monde. Oui, il faut un repère historique. Bon, on va dire voilà, en gros, un petit repère historique. Dans l'océan Indien, l'île Maurice, c'est autour de 1834. Il y a eu des évolutions, hein, vous savez, mais on va retenir cette date, 1834-1835. Pourquoi? Parce que l'île Maurice a été le carrefour mondial des échanges
des gens qui venaient de l'Inde, principalement, pour aller en Afrique, Afrique du Sud, en Atlantique, donc aux Caraïbes. Et c'est à partir de l'abolition de l'esclavage que les planteurs, ceux qui faisaient le chemin de fer, qui exploitaient les mines de guano, par exemple au Pérou, ceux qui faisaient la canne à sucre, hein, cette plante de maudissement, comme on dit aux Antilles, le caoutchouc, les VA en Malaisie, c'est une page d'histoire globale. Hein. Donc il fallait trouver une main-d'œuvre bon marché, abondante, pour pallier à ce manque de main-d'œuvre qui résultait de l'abolition des esclavages. Bien entendu, aux Antilles, c'est un peu plus tard, 48, il y a abolition, rétablissement. On a eu cette polémique autour de Napoléon. Je suivis ça, Suzanne de loin et de près aussi. Donc, les bonnes habitudes, on ne les arrête pas comme ça. Donc les coulis, c'est le mot qu'on a donné après à slave trade, donc le commerce des esclaves, ça s'appelait. Et ensuite, c'est devenu le coolie trade, donc c'est un commerce de coulis qui a pris le relais de cette abolition de l'esclavage. Alors, je partage tout à fait cette mise en mire, en perspective de la sémantique de ce que nous allons explorer. Les gens ne sont pas esclaves de nature. Ils sont mis en esclavage. D'ailleurs, la route de l'esclave, on est en train de réfléchir pour voir si on ne va pas appeler cette route la route des gens mis en esclavage. Parce qu'on est arrivé à une sorte de racialisation, n'est-ce pas, de l'exploitation des humanités, à faire croire que les gens qui ont le pigment plus coloré, qui ont le pigment noir, sont naturellement susceptibles d'être mis en esclavage. Donc, il faut arrêter cette vue un peu étriquée des humanités et rétablir nos humanités. Je pense que mon combat principal en traversant la magie, ces gens qui ont remplacé les esclaves, il ne faut pas oublier que ces maîtres qui avaient des coulis après les esclaves, ou les engagés, on les appelle, hein, eh bien, ils ne sont pas devenus humanistes du jour au lendemain. Ils avaient l'habitude de tabasser leurs esclaves, de les fouetter, de les punir, de violer des femmes. Vous pensez que du jour au lendemain, ils voient arriver des coulis avec un contrat de 5 ans. Alors, ce qui est important, c'est que ces gens qui venaient après l'esclave avaient un contrat. Donc, qui garantissait pendant 5 ans qu'ils étaient logés, qu'ils avaient un salaire et bon, qu'ils allaient être respectés, n'est-ce pas? Ils avaient, alors la différence fondamentale, ça c'est important aussi de poser cela, ils avaient un habeas corpus, c'est-à-dire j'ai mon corps, hein, du latin, cela signifie ça. C'est la différence extrêmement importante au niveau symbolique, mais aussi au niveau pénal, juridique, entre l'esclave et l'engagé. Donc, à partir de cela, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pratiques dignes des pires temps de l'esclavage avec ces engagés qui venaient. C'est pour cela qu'il ne faut pas tellement séparer ces histoires, ces 2 pages de mémoire, parce qu'elles sont originaires d'une même pensée systémique. C'est un système colonial, impérial, qui avait besoin de produire du sucre, du café, du cacao, du coton, etc., au moindre coût pour le capitalisme international que l'Empire favorisait à l'époque et avoir des produits, des denrées au prix le plus bas. Mais c'est alors, un grand historien anglais, et ça fait polémique quand il a dit ça, Hugh Tinker, il a dit « l'engagisme, nouveau système d'esclavage ». Je suis d'accord avec lui dans beaucoup de points de pratique, mais il faut quand même tenir compte des spécificités qu'il y a eu, parce que le coulis pouvait faire appel à des commissions royales, à des enquêteurs, et dire que leur sort était peu enviable. Hein. Mais cela ne veut pas dire que c'était une croisière de luxe, hein, c'est loin de là. Effectivement, le mot engagisme succède au mot esclavagisme, mais dans la réalité, ils ont subi les mêmes sorts. Et je voulais aussi ajouter qu'au Bénin, par exemple, cette route s'appelle la piste des captifs, parce que ce sont des captifs, des êtres humains qui ont été captifs et qui sont partis, moi je dirais, pour être esclavagisés. C'est un nouveau mot aussi. Et ils ont été esclavagisés ailleurs que chez eux. Merci, c'est très Oui, important. mais justement, alors c'est très...
Oui, mais justement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que comment est-ce que, parce qu'on a quand même cette histoire de langagisme qui est intrinsèquement liée finalement à celle de l'esclavage, La de suite. l'utilisation, C'est etc. un remplacement, c'est le La remplacement suite naturelle, en fait. Remplacement. oui, C'est le d'une remplacement. population par une autre. Mais finalement, l'engagisme était similaire à l'esclavage. Si on reprend le rapport de Mackenzie où l'engagé qui est en prison justement avec le carcan, etc., donc il se plaint, donc il remonte les informations en disant que voilà, je suis traité moins qu'un esclave, pire que l'esclave. Et donc, effectivement, ça se passait donc en 1830. Et effectivement, ces personnes-là se situaient dans la prison Juliette Dodu et ils se plaignaient, donc ils reportaient cette information-là. Et c'est vrai, quand Karl disait, parler de coulis, donc c'est vrai, nous ici, c'est un terme très peu utilisé chez nous. Donc, on n'utilise pas le coulis. Donc, c'est vrai que nous, dans l'engagisme, il y a aussi les Chinois, il y a les Malgaches, il y a les Africains, l'Afrique de l'Est, très peu d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a aussi, voilà, c'est le Mozambique, etc. Donc, c'est vrai que nous, quand on parle d'engagisme, contrairement à l'île Maurice, par exemple, à l'île Maurice, ça a été essentiellement l'Inde, alors que nous, ça a été plus largement. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur l'engagisme à La Réunion. Et c'est pour ça, nous, on ne peut pas. Enfin, chaque île, je pense qu'en Martinique, ça a été un peu différent également, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu forcément ce qu'on a en dénominateur commun, c'est l'esclavage, c'est probablement l'engagisme, mais je pense de manière différente dans chaque île. Voilà ce que j'avais envie de dire. D'où le regard croisé aujourd'hui pour pouvoir faire ce parallélisme entre les différentes îles et notamment entre l'océan Indien et la Caraïbe. C'est qui est intéressant, juste une petite remarque par rapport à ce que Marilyn Champignon a dit. Après, pour parler de... Chaque territoire a ses spécificités, ses différences. Il y a deux facteurs essentiels, puisque nous développons une méthodologie pour une mise en relation entre l'esclavage et l'engagisme. Deux, on va dire, facteurs déterminants, c'est la géographie, la distance avec le pays pourvoyeur des engagés. Si on est plus près de l'Inde, par exemple, comme l'île Maurice, la configuration est différente. Si on est en Martinique, même entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a des différences, hein, même s'ils sont dans les Caribéens. Alors, cette inhumanité a été mise en avant par beaucoup de défenseurs d'engagés. L'abbé Grégoire, par exemple, aux Caraïbes, on en parlait. Il y a eu Maniela le Docteur à l'île Maurice, Adolphe de Plevitz, il y a eu des défenseurs de coulis, Gandhi. Gandhi, il ne faut pas oublier une chose, et ça a impacté aussi la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est cette lutte non violente à partir des coulis en Afrique du Sud, hein, parce que je reviens au terme coulis, parce qu'on ne peut pas effacer ce terme du lexique de la colonisation. Quand vous allez aux archives, vous tapez coulis, vous avez plus de mots que n'importe quel terme quand vous parlez d'engagé. Hein. Ça s'appelait coulis trade. Le premier document, je parle, hein, il faut documenter, je pense qu'on dit, le tout premier arrivé à l'île Maurice, le centre nerveux du commerce de l'engagisme mondial, c'était les hill coolies, les coulis des collines, hein, ce qu'on appelle les Dangars, les hill people, les tribal people, hein, qui étaient des semi-nomades de la région indo-gangetique, donc du Bengale. Là, ils étaient habitués aux cultures d'indigotiers, mais bon, c'est une c'est une histoire des diversités. Voilà où je veux en venir. Ça concernait des Africains qui ont été des engagés. Ça concernait des Malgaches. Ça concernait des Français, des Normands. Ça concernait des Chinois. Ça concernait à peu près tous les peuples, des Irlandais à un moment. Donc, vous voyez, c'est une histoire globale. Si je puis me permettre, j'aimerais bien répondre à quelques points de chacun et chacune d'entre vous. Parce qu'en fait, il faudrait repartir déjà du commencement. Le mot esclave
il vient du latin? Non. En latin, comment est-ce qu'on dit esclave? C'est servus, S-E-R-V-U-S. C'est-à-dire que c'est de la famille du verbe préserver, conserver. Qu'est-ce que c'est que l'esclave dans cette antiquité romaine et chez les Grecs aussi, le doulos, mais l'esclave, le servus, c'est quelqu'un qui est sain et sauf. Parce que tout à l'heure, vous avez proposé la terminologie, la route des captifs. C'est intéressant parce qu'à l'origine, en effet, un esclave, c'est un captif, c'est un prisonnier de guerre. Et il y a cette relation perverse entre le maître et l'esclave. L'esclave est un prisonnier de guerre, un captif, et on le laisse sain et sauf, servus, parce qu'on lui donne le boire et le manger, on le protège, on ne le tue pas, et en échange, il donne un travail gratuit. On a affaire non pas uniquement à l'esclavage moderne, ni même l'esclavage aux Antilles, ni l'esclavage. On a affaire à quelque chose qui est une institution qui remonte au moins à l'Antiquité, la plus haute. Et l'essentiel, tout à l'heure, vous avez donc proposé, Cal a proposé de dire la route des esclaves. Et puis, après, bon, pourquoi ne pas dire la route des esclavés? Je crois que c'est Marie-Ange qui utilisait le terme esclavagisé. Ça, c'est un néologisme. Ça, c'est un néologisme, c'est-à-dire un terme inventé, esclavagisé. Ça n'existe pas. Par contre, esclaver, le verbe esclaver, c'est-à-dire réduire en esclavage, je l'ai dit tout à l'heure, Ronsard l'existe. L'emploi, il existe. C'est un terme français. Donc, ça serait bien déjà de se réapproprier ça parce que ça serait pas mal de dire que nous avons bien conscience de cela. Il y a eu dans l'Antiquité un seul, je dis bien un seul écrivain, un seul penseur, un seul philosophe, appelez-le comme vous voulez, qui s'appelle Aristote, un seul qui ait osé affirmer que l'esclavage est quelque chose de naturel, qu'il existe des gens qui sont esclaves par nature. Et c'est un philosophe et non des moindres, Aristote. D'ailleurs, petite anecdote, il a fondé le lycée, la dernière école philosophique qu'il ait fondée, alors qu'il était métèque, qu'il était obligé de louer le lieu parce qu'il n'avait pas le droit d'être propriétaire. Vous voyez comme c'est incroyable l'aliénation. Le mec, je fais exprès de dire ça familièrement, il écrit un long chapitre, il est le seul à avoir écrit un long chapitre pour prendre la défense de l'esclavage, pour dire que l'esclavage c'est normal, c'est naturel, alors qu'il est obligé de le faire dans une école qu'il a fondée. Et comme il n'est que métèque, il est obligé de louer, il n'a pas le droit d'être propriétaire. Vous voyez comment les gens sont capables d'être, comme disait Fanon, aliénés, c'est-à-dire être autres et se mettre dans la peau de l'autre. Il affirme qu'il existe des outils inertes et des outils animés. Alors les outils inertes, ce sont les objets, les charrues, les marteaux, etc. Et les outils animés, ce sont les esclaves. On a eu un problème aussi quand on a assisté à notre esclavage qui nous concerne de plus près. Il a été question de savoir si les esclaves avaient une âme. Vous vous souvenez de la fameuse, il y a eu la controverse de Valladolid, etc. On ne va pas entrer dans tous les détails. Mais je tenais à rappeler ça parce que c'est important de savoir, puisque vous avez parlé d'engager. Alors, nous, aux Antilles, nous avons eu ce qu'on appelait les 36 mois. C'était de bons Français, de la même façon, de bons Français blancs, de la même façon qu'il y avait, il faut toujours repenser à l'Antiquité pour se débarrasser de la malédiction qui a été collée à la race noire avec un prétexte biblique. C'est long à raconter aussi, mais ça serait intéressant de raconter. C'est intéressant. Donc, on a inculqué la malédiction de Cam. Bon, je résume parce que c'est vrai que c'est important pour que les gens comprennent, tous les gens qui les gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont si enragés. Eh bien parce que on a soi-disant baptisé les Africains, on leur a interdit de pratiquer leur religion africaine et puis surtout on leur a inculqué que si eux, noirs d'Afrique, étaient esclaves, c'était par une volonté divine. Et on a ressorti un épisode de l'Arche de Noé, où Noé, quand le déluge a été fini, s'enivre. Et un de ses fils assiste à voit sa nudité parce qu'il sort, il est tout saoul, il est ivre, il a le zizi à l'air et il est complètement dans une situation de totale ébriété. Et
l'un de ses fils se moque de lui. Les deux autres fils, on dirait un peu on dirait en créole des sous-sœurs, des lèche-bottes, couvrent la nudité de leur père. Donc le père, quand il a bien dessoulé et qu'il se rend compte de ça, maudit, non pas, alors ça c'est aussi une des choses difficiles à comprendre et à accepter dans la Bible, il maudit non pas simplement le fils, mais la descendance du fils, bien sûr, en condamnant ce fils, en condamnant la descendance de Cam, à être les esclaves de la descendance de ses frères. Et on prétend que ce serait pour ça que la descendance des Noirs, donc les Kémites, la descendance des fils de Cam, serait condamnée à être, voilà, à être esclave des autres. Alors, on a décidé que les autres, c'était les autres descendances. Alors, cela, bon, moi, je ne vais pas faire un argument théologique, mais ça, de toute façon, de manière humaine, c'est inadmissible, puisque ça établit des classifications. Et puis surtout qu'on a vu que si ça avait marché de décider qu'il y ait des races supérieures et des races inférieures, il y en a qui ont essayé, hein, on ne va pas énumérer la quantité de gens qui ont essayé et qui essayent même encore. Si ça avait marché, si l'apartheid en Afrique du Sud avait marché, si la ségrégation aux États-Unis avait marché, ça se saurait. Bon, donc, si cette exploitation qui est basique, hein, de l'homme par l'homme avait marché, ça existerait. Ça marche, on le saurait. Ce que je voulais dire, c'est à propos justement des engagés, c'est qu'il y avait dans l'Antiquité des bons blancs qui étaient des fils de famille qui s'étaient endettés et qui allaient se vendre comme esclaves. Ça ressemble à l'engagisme. Il y a eu aussi des personnes qui étaient, par exemple, en Martinique, aux Antilles en général, il y avait des engagés qu'on appelait les 36 mois, les engagés qui s'engageaient pour 3 ans et qui étaient à l'issue de leur engagement libres. C'est là la grande différence. C'est que dans l'esclavage, on ne fait que racheter sa liberté, mais ce n'est pas quelque chose qui est établi au départ. De même que quand on a fait venir les coulis, alors c'est vrai que le terme est péjoratif et que nous, en Martinique, on ne l'utilise guère plus parce qu'on sait que c'était quand même coulis. Il y a même eu des vilaines appellations du genre coulis manger chien, etc. Donc les personnes venues d'Inde étaient venues avec un billet aller. On leur avait promis qu'ils pourraient rentrer en Inde et ce billet de retour ne leur a jamais été donné. Donc, il y a ces formes d'engagisme qui sont aussi des traquenards. Hein. La dernière chose que je voulais dire, c'est que nous sommes tous dans le même bateau, mais nous n'avons pas tous été dans le bateau négrier. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau. Se souvenir de la phrase de Terence, importante, puisqu'il est le premier auteur africain, c'est-à-dire de terre d'Afrique. D'Afrique du Nord, certes, c'est-à-dire carthaginois, de l'actuelle Tunisie, mais qui a écrit en latin la plus belle phrase qui soit, si l'on veut, dans ce domaine, Homo sum amenil humanum alienum puto. Je suis homme, je suis être humain. Rien d'humain ne m'est étranger. Et là, dans cette affaire d'esclavage, nous sommes tous concernés, quelles que soient nos origines, et y compris justement les personnes qui descendent des esclavagistes, parce qu'il y a des éléments de réparation, donc avant réparation, de reconnaissance et de réconciliation et d'apaisement qui sont, je pense, nécessaires aujourd'hui. Sinon, nous n'en sortirons jamais. Alors, reconnaissance, d'où ne pas se satisfaire de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais utiliser les éléments qui permettent réparation. L'éducation, enseigner correctement dans les établissements scolaires et dès le plus jeune âge ce qu'est l'esclavage, et pas avec des visions d'images d'Épinal. Et ce n'est pas que montrer les tortures qui est important non plus. Ce qui est important aussi, c'est de montrer les injustices. Par exemple, que l'indemnisation à l'abolition de l'esclavage, après 1848, ait été faite uniquement aux propriétaires d'esclaves, sachant d'ailleurs que là, on était parti de l'idée
que, bien sûr, la propriété, c'est quelque chose de sacro-saint en France, c'est une bonne chose, mais qu'on n'a jamais pensé à dédommager les esclaves. Aux États-Unis, ils ont été censés le faire, ils ne l'ont pas fait avec l'histoire d'une mule, je ne sais plus combien d'acres, 40 acres, je crois, et une 25. mule. 25, 2 ânes. Et une mule. Bon, et que je sache, hein, il paraît que ça n'a pas été réellement distribué. Quant à Haïti, alors là, c'est le gros scandale, puisque, au contraire, Haïti a été obligé de payer une espèce de tribut, de payer, de rembourser, d'indemniser la France pour avoir libéré les esclaves, et donc comme si c'était des biens. Oui, mais parce que c'était des biens. Parce que le Code noir stipule que l'esclave est un meuble, un bien meuble, une propriété. Et cela, nous ne devons jamais l'oublier parce qu'il y a déshumanisation. Il n'y a pas simplement exploitation. Je voudrais juste... Déshumanisation. Attends, je termine parce que c'est tout un ensemble. Justement, j'ai même pris des notes sur ce qu'il fallait vous dire. Justement, d'ailleurs, à toi, j'aurais à revenir sur Gandhi. Circuler la parole un peu. Attends, oui, mais je crois que je suis restée longtemps muette, longtemps silencieuse. Donc, merci de m'avoir interrompue, mais en bonne prof, je sais reprendre le fil. Donc, le problème est un problème à régler aussi au niveau des réparation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit dans quelle mesure on va récapituler ce mode de réconciliation grâce à la réparation. Pas simplement un mode pécuniaire, pas simplement de l'argent, mais penser aussi à l'éducation. Il y a déjà des gens qui ont commencé à le faire, il y a des universités qui bénéficient d'énormes donations en vertu de cela. Eh bien, puisque tu m'as coupé, je te donne ce que je voulais te dire. Tu as cité Gandhi. Gandhi, il faut quand même se rappeler qu'il était prodigieusement, profondément, résolument raciste, anti-noir. Il a écrit qu'il recommandait aux gens indiens, hindous, indiens, enfin bon, de ne pas se marier avec ce qu'il appelle les cafres, je pense, il les nomme comme ça, il les nomme de la façon la plus méprisante qui soit. Il l'écrit, hein, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des écrits que l'on peut retrouver. Gandhi, je préfère. D'ailleurs, sa statue a été aussi un peu taguée ici à Fort-de-France parce que Césaire, ne connaissant pas ce côté profondément raciste, anti-noir, négrophobe de Gandhi, avait fait élever une statue ici à Fort-de-France. Et quand les intellectuels, parce que nous sommes des casse-pieds, nous cherchons, nous fouillons, nous lisons. Eh bien, quand ils ont vu ça, certains sont passés dans le domaine de la violence. Je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas pour la destruction des statues, mais je suis pour l'information saine, posée et la réflexion. Voilà. Marion, tu voulais... Oh, non, calme. Alors, calme déjà. Je voudrais apporter 2 correctifs, si possible. Premièrement, ce récit fondateur de Cham, il ne faut pas dire que c'est la Bible qui dit ça. C'est le père de l'Église, Origène, qui a écrit, comme vous savez, il y a eu des écritures de la Bible, hein, que Cham ou Cam serait non pas l'esclave, mais le serviteur de ses frères. Ça, c'est la Bible telle que je l'ai lue en anglais. Et c'est Origène, le père de l'Église. Tu sais, je l'ai lu en grec. Tu sais, je suis professeur de lettres classiques. Oui, alors, la Bible, j'en ai lu un tas de passages. Il dit pas qu'il est noir. Et la Vulgate en latin. Alors, ne viens pas m'opposer. Non, Suzanne, calme-toi. Laisse-moi terminer. On est dans la conciliation des mémoires. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. On essaie d'avoir une discussion. Oui, laisse-moi terminer. S'il te plaît. J'ai pris la précaution de dire. Le père de l'Église, est-ce que je peux parler? C'est possible? Est-ce que nous pouvons ramener la discussion à la réconciliation? Voilà. Oui, mais il ne faut pas. De ce soir, voilà. On t'a écouté. Je dirais que l'esclavage, l'esclavage est la parole à le racisme et l'héritage de l'esclavage. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Et c'est Origène qui apporte cet élément couleur de peau. D'accord? Ça, c'est quelque chose, il faudra relire ce texte-là parce que
moi, je n'ai jamais vu ça vraiment texto dans la Bible, et c'est Origène qui l'a dit. Deuxième élément, c'est ce racisme de Gandhi. J'ai écrit là-dessus, et tu peux trouver ça sur Internet, parce qu'il y avait un mouvement, après Black Lives Matter, qui voulait dégommer Gandhi. Je ne dis pas que Gandhi n'a pas été négrophobe ou raciste, mais il faut placer les choses dans leur contexte usain. Quand Gandhi débarque en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui est de la caste marchand des Banyans, qui est un dandy anglais, il s'habille comme les Britanniques, il est avocat, et il est allé défendre des commerçants. Donc je peux dire qu'il était raciste aussi vis-à-vis des coulis, parce qu'il était ignorant. Il n'était pas foncièrement, dès qu'il a vu les Noirs, ah, c'est des gens que je déteste. Ce serait mal connaître le fait que Gandhi, quand il avait un journal dans lequel il faisait écrire les ancêtres de Mandela contre le système, je ne sais pas si on appelait ça apartheid à l'époque, mais c'était quelque chose qui se développait pour un développement séparé, et il a changé de regard par la suite. Je veux dire, si on prend un jeune homme et on le condamne à vie pour les erreurs de sa jeunesse, et après il se réforme, et on ne l'écoute pas, alors où est l'humanité ou l'ouverture? Ce serait du racisme à rebours. Donc attention à ça, les choses sont beaucoup plus complexes, donnons des chances aux gens d'évoluer dans leur vie. Scripta manent, s'il a écrit vers la fin de sa vie pour dire qu'il a eu tort d'écrire des propos racistes et négrophobes, eh bien tant mieux, mais nous voudrions les lire. Alors, produis-les. Il s'est excusé à ce propos. Hein, donc, mais ce n'est pas la même chose. Non plus. Donc, comme disait Karl, c'était fort probablement une erreur de jeunesse. Donc, entre-temps, il s'est assagi, il était dans d'autres dispositions. Oui. Donc, effectivement, personne n'est parfait. Oui. Nobody is perfect. Voilà. De même que, alors c'est amusant, je fais exprès d'utiliser cette phrase, parce que de même que il était homosexuel, il a été profondément homophobe et hostile aux homosexuels, et en cachant sa liaison homosexuelle avec son ami, son amant allemand. Bon, je n'accuse rien. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est très, très grave d'être raciste quand on se plaint soi-même de racisme, d'être victime de racisme. D'être homophobe en étant soi-même homosexuel. Oscar Wilde l'a bien vécu dans sa vie. Alors, moi, si vous voulez, je pense qu'on a beaucoup dérivé. C'est parce que je voulais redresser un certain nombre d'éléments. Je trouve qu'il y a des choses dont il faut se méfier. Il ne faut pas se fourvoyer et ne pas se tromper d'ennemi. Voilà. Mais je pense que nous ne sommes pas là non plus pour faire le procès de Gandhi, donc nous sommes plus, on va revenir sur ce que dit Marie-Ange. Marie-Ange, toi qui je disais que le racisme est un héritage de l'esclavage, et que tous ici, nous portons en nous, nous sommes métissés, nous avons en nous le sang des esclavagistes, le sang de ceux qui ont été esclavisés. Moi, je porte en moi du sang indien, donc moi, j'ai aussi l'engagisme en moi. J'ai aussi du sang asiatique. Et le problème avec la migration de toute cette population, c'est un problème de... voilà, ces gens-là n'ont pas été reconnus. Ils ont souffert et nous portons en nous cette souffrance, nous les portons dans nos gènes, même avant même que nous ayons commencé à faire dans le devoir de mémoire, en étant dans les associations et tout ça, nous le portions en nous, et c'est ça qui nous a poussés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, moi, je dis par rapport à la réconciliation, il a fallu d'abord que nous nous réconcilions avec nous-mêmes, parce que nous avons tout ça en nous. Et maintenant, quand nous regardons tout ce qui a été fait dans les pays, par l'UNESCO, qu'est-ce qui a été fait? C'est la question de ce soir. Quelle réconciliation, quel constat? Donc, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place,
les institutions pour régler ce problème de réconciliation. Déjà, il faut de l'éducation, il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il y a eu l'esclavage. Bon, je suis d'accord, c'est ce que vous étiez en train de faire. Leur expliquer pourquoi est-ce que maintenant il faut faire des commémorations, pourquoi est-ce qu'il faut faire du tourisme de mémoire, pourquoi est-ce qu'il faut donner la place à la culture et à travers la culture permettre le développement, l'économie, le développement durable, permettre le bien-être à tout le monde, permettre à ce que chaque personne se sente bien dans sa peau, bien acceptée, lutter contre le racisme, ça c'est très important dans cette... Justement, cette année a été une année assez particulière par rapport à la commémoration des 200 ans de la mort de Napoléon et les 20 ans de la loi de Taubira. Comment est-ce que vous avez justement, avec cette période particulière en plus que nous vivons, est-ce que vous pensez, voilà, je veux dire qu'aujourd'hui on commémore, les commémorations se font de manière à ce que ce soit une évolution ou une involution par rapport à, vous voyez, par rapport à ce devoir de mémoire? Les commémorations ne peuvent pas être partielles. Je veux dire, Napoléon, il a sa part de commémoration, bien qu'il ait eu remis en place l'esclavage. Il a, je veux dire, pour les Français qui n'ont rien à voir avec l'esclavage, eux, ils ont besoin de commémorer Napoléon. Je veux dire, tout un chacun peut comprendre ça. Non, mais le fait que le président a mis plus l'accent en fait sur cette commémoration de la mort de Napoléon qu'il n'a fait écho au devoir de mémoire concernant l'esclavage. Enfin, alors, le devoir de mémoire, moi je dirais que nous avons le devoir de mémoire tous les 10 mai. Nous avons eu des devoirs de mémoire le 23 mai. Nous avons dans chaque île une date particulière. À La Réunion, c'est le 20 décembre. Et des devoirs de mémoire, il y en a depuis pas mal d'années. Voilà. Et que Napoléon, ma foi, c'est une fois 200 ans. Moi, je voudrais rajouter une toute petite chose sur ce que disait Marie-Ange. Donc, nous, ces dates, justement, donc le 10 et le 23, etc. Donc, j'ai pu discuter avec le CM 98. Franchement, nous, à La Réunion, on ne se reconnaît absolument pas dans ces dates. Hein. Donc, pour nous, c'est le 20 décembre. Nous sommes tous rassemblés autour de ce 20 décembre. De parler le 23, on ne se reconnaît pas dedans. De parler le 10 pour nous, effectivement, il y a une reconnaissance de la France concernant l'esclavage, etc. Donc ça, on peut l'accepter vu qu'il y a tout de même une reconnaissance, une reconnaissance nationale. Mais après le 23, donc voilà, et d'ailleurs, on se bat, on se rend compte que tout ce qui se passe au niveau de la fondation ou en France hexagonale, nous ne sommes absolument pas associés. Donc la Réunion est complètement marginalisée par rapport à tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, comme Madame disait, donc l'histoire de l'océan Indien n'est absolument pas enseignée dans l'éducation nationale. Donc on se demande bien comment les enfants peuvent s'approprier cette histoire qu'on est en train de justement mettre en exergue. Et ensuite, j'ai envie de dire aussi, donc on se rend compte, donc justement on est obligé de faire des communiqués avec les collectifs d'historiens pour s'approprier notre histoire. On se rend compte qu'effectivement il y a des gens de l'Hexagone, notamment des historiens antillais, je ne vais pas les citer. Ils viennent, alors qu'ici à La Réunion, nous avons des historiens qui sont au fait de l'histoire, et on se rend compte qu'ici, il faut qu'on se bat encore avec une certaine couche
de personnes qui s'approprient l'histoire des DOM, l'histoire de l'esclavage et de l'engagement des DOM, et ils viennent ici sans s'associer avec les historiens sur l'île et même pas les associations mémorielles qui y sont. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc quand on parle du 23, de machin, etc., tout ce qui se passe actuellement, nous ne nous sentons absolument pas concernés, en fait. Voilà. Tu as le même regard, Marie-Ange, hein, sur le sujet? Moi, je dirais que les dates de commémoration sont des projets politiques. Donc, il y a un projet politique qui a mis en place le 20 décembre à La Réunion et les autres dates dans les autres îles. Il y a un projet politique qui a mis en place la loi de Madame Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui a mis en place le 10 mai. Ce sont des territoires différents. Donc, chaque territoire, chaque île a sa date. La France a sa date. À l'international, l'UNESCO a mis en place le 23 août, et ça a été une proposition de Haïti. C'est une date qu'avec mon collectif, nous boostons pour que les autres pays de la route de l'esclave mettent en place et commémorent l'abolition de l'esclavage et la mémoire des captifs qui sont partis. Voilà. Et quand nous arrivons sur un territoire, il nous faut respecter ce qui se passe sur chaque territoire. Ce qui n'est pas le cas, justement. Respecter les personnes, respecter leur histoire. Et ensuite, tu as oublié, aux États-Unis, c'est le 6 décembre, il me semble. Donc, comment dire que nous sommes dans le mois des mémoires alors qu'il y a toutes ces dates? Le Mayotte, c'est le 27 avril. Donc, comment dire que... voilà. Et puis, il y a aussi... donc, il y a d'autres... Voilà. Donc, c'est pour ça, aussi bien le 23. Le 23 mai, je l'entends, hein, aujourd'hui, j'ai été informée de ce qui se passait, la grande manif qu'il y a eu, etc., etc. Mais franchement, hein, nous ne nous sentons pas concernés. Mais le 23 mai, c'est la marche du 23 mai, c'est bien ça, hein, ça correspond à la marche, du TM 80. En hommage aux ancêtres. Aux ancêtres esclaves, enfin, c'est justement aux ancêtres esclaves, donc c'est ça. C'est marqué, ben, en fait, c'est quand on ne peut pas prendre une date et globaliser tout le monde. Voilà. Donc, ça c'est pas possible. Oui, oui. Alors, donc, ce n'est pas possible. Chaque territoire doit avoir ses dates. Chaque territoire doit pouvoir fêter comme il l'entend. Mais moi, je trouve que c'est pas trop mal le 10 mai, que ce soit une date consensuelle pour tous. Oui, mais le 10 mai, on ne remet pas en cause le 10 mai. Vu que le 10 mai, c'est la France qui reconnaît justement c'est la reconnaissance de la France envers tout ce qui s'est passé. Donc ça, on ne le met pas en cause. Mais il n'y a pas... Après, il y a énormément de dates que nous ignorons. Il y a énormément de dates que nous ignorons. Dans tous les pays, il y a des commémorations, il se passe des choses. À Maurice, il y en a aussi. Non, mais ce que je veux dire, pour ne pas faire de cacophonie, on essaie de ne pas parler juste en même temps. Donc, je pense que Suzanne avait quelque chose je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, un éclairage. Et ensuite, on passera à Cal. Donc, Suzanne. Voilà. Juste dire qu'il y a une multiplication de dates, mais qu'on doit toujours penser à additionner et ne pas simplement être là à déplorer, à dire on ne se reconnaît pas dans ceci, on ne se reconnaît pas dans cela. C'est normal, il faut ménager les sensibilités des différents lieux, qu'il y ait différentes dates se fondant sur les moments où l'esclavage a été proclamé, a été appliqué de facto avant même l'arrivée du décret, dans chaque île, dans chaque lieu. C'est normal, il faut ménager la sensibilité des gens. Où est-ce que nous voulons en arriver à quelque chose de productif et de constructif? Donc,
il ne s'agit pas de ne pas se reconnaître dans telle ou telle date ou de se reconnaître dans telle ou telle autre. Il s'agit de multiplier les efforts, d'additionner les efforts pour que dans l'éducation, dans la formation, dans l'information, et je dis bien l'information parce que, vous savez, j'ai juste une anecdote rapide. Il y a quelques années, le 10 mai, la première fois où c'était avec justement deux présidents, Sarkozy et Chirac, où ils avaient fait cette superbe cérémonie au jardin du Luxembourg, tout était barré autour, c'était plein de police et les gens ne pouvaient pas avancer. Et on ne pouvait entrer que sur invitation personnelle en présentant ses papiers, c'était bouclé. Et moi, j'ai croisé sur le boulevard Saint-Michel un couple de jeunes Français qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai raconté. Ils m'ont dit, mais pourquoi on n'est pas invité? Pourquoi est-ce que la population, on n'entend jamais parler? Alors, donc, c'était des jeunes gens qui avaient déjà un certain âge, qui avaient déjà une bonne vingtaine d'années, qui donc déjà avaient eu une scolarité avant la loi Taubira, et donc qui n'avaient pas eu d'enseignement sain et sérieux et approfondi de l'esclavage quand ils étaient au collège et au lycée. Et en plus de ça, voilà, ils disaient, mais maintenant, puisque d'accord, c'est un peu tard, mais ça serait déjà bien qu'on dise à la nation, voilà, on va vous informer officiellement. Et puis, c'est un jour férié, parce que là où il y a un coup de fouet, et j'utilise exprès ce terme de fouet, parce que c'est le fouet qui a été beaucoup manié dans l'esclavage. Le coup de fouet, c'est que ce soit un entre-soi, qu'il n'y ait que les gens concernés, c'est-à-dire les gens des Outre-mer, et puis alors le gratin sur invitation, etc., qui puissent aller écouter, aller s'informer, aller être à l'unisson, parce que voilà, c'est déjà une grande carence. Et ce n'est pas étonnant que les uns et les autres soient hostiles à ceci, à cela, parce qu'ils ne sont pas informés. Je trouve que c'est très, très important que l'on donne une dimension, la dimension que cela mérite à l'esclavage. Après, que dans le monde entier, il y ait aussi d'autres dates, mais finalement, ne nous en plaignons pas, ça multiplie et ça additionne les possibilités d'en parler, à condition là d'en où bien ça parler. dérange Marilyn, c'est que apparemment, voilà, je veux dire, on fait peut-être trop, on met trop des projecteurs sur l'esclavage et tout, enfin sur les dates mémorielles des Antilles, et on oublie souvent la date du 20 décembre de la Réunion. Oui, Jennifer, juste pour te dire, enfin juste pour reprendre un peu la circulaire qui a été rédigée par le Premier ministre et ensuite relayée par la Fondation, qui disait donc que le mois de mémoire démarré le 27 avril doit se terminer le 10 juin ou quelque chose comme ça, 10 juin. Mais vous savez, il n'y a pas que... Et dans ces dates-là, justement, dans ces dates, il y a les Antilles, hein, bien évidemment. La Martinique, c'était le 22. Donc, Mayotte a débuté le 27. Donc, vous voyez, dans ces dates-là, on retrouve essentiellement un territoire, donc les Antilles, la Guadeloupe, etc. Et la Réunion complètement absent voilà. Donc c'est ça aussi que nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas hostile à la multiplication des dates commémoratives. On est sidéré par le manque, le mépris, j'ai envie de dire le mépris, parce que je trouve que c'est fort. Donc j'ai envie de dire le mépris qu'on a de la Réunion, voilà, de la Réunion. Sur ces questions. Des historiens présents à la Réunion, parce qu'on ne les appelle jamais, on ne les invite jamais. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les historiens qui sont, si encore c'était des historiens de la Réunion, on prend c'est-à-dire que M. Gordien, qu'est-ce qu'il me disait? Alors, je n'ai pas envie de citer de nom. Il m'a dit qu'un tel, c'est le référent historique, le référent de l'histoire coloniale des Dômes. Comment voulez-vous qu'on accepte ça? Ben non. Donc nous, bien sûr qu'on est obligé de réagir. Lorsqu'on fait un communiqué
donc un communiqué par le collectif des historiens de la Réunion, eh bien, évidemment, ça veut dire qu'il y a un problème à la Réunion. Déjà, notre histoire n'est même pas dans les manuels scolaires. Karl Torabouli ne pourra pas me dire le contraire. Donc, l'histoire de l'océan Indien ne figure même pas. Donc, vous voyez, il n'y a que l'histoire de la crête négrière, transatlantique, etc. Donc, mais c'est vraiment une guerre, de toute façon, il y a une guerre mémorielle. Donc là, on a encore l'occasion de pouvoir parler de langagisme, mais langagisme est souvent mis de côté, justement. Enfin, je veux dire, on est dans une guerre mémorielle, quoi. Donc, il n'y a pas de réconciliation possible. Juste pour compléter on a perdu Suzanne. Il n'y a pas de guerre entre nous, on a toujours assimilé l'esclavage et l'engagisme. Pour nous, c'est deux choses indissociables. Parce que tu vois bien ce que j'ai dit en tout début, l'engagisme est similaire à l'esclavage, bien qu'il y ait eu le contrat, etc., etc. Donc, ils étaient traités de la même manière. Donc, pour nous, on ne dissocie pas l'esclavage de l'engagisme. Après, vous allez prendre le terme esclavager, enfin, esclavé, et patati et patata. Nous, on est bien dans l'esclavage et l'engagisme. Donc, voilà. L'engager. Alors, Cal, pardon, donc on peut... Je pense qu'il faut regarder, on va dire. Je comprends qu'il y a des pans d'histoire liés à des territoires qui sont inaudibles et invisibles. Complètement. Il faut redonner la parole à... J'entends tout à fait ce que Marie-Louise Champniel. Il y avait quelque chose qui est en train de changer quand même, une sorte de mise à distance de l'océan Indien. Pourquoi? Parce que nous avons, on va dire en guillemets, subi, mais en même temps c'est très bien, il y a eu tout un mouvement intellectuel venant de l'Atlantique qui a pris l'esclavage ou l'esclavagisme à bras le corps depuis des décennies. Donc ça, c'est une bonne chose. Que l'Atlantique ait pu explorer créativement, intellectuellement, philosophiquement, phénoménologiquement, etc., l'esclavage. Maintenant, il faut se rendre compte que l'océan Indien doit dialoguer avec l'Atlantique. Parce que l'océan Indien, on a tendance à l'oublier, c'est la première matrice des mondialisations. Quand Christophe Colomb va, en guillemets, découvrir, il va découvrir un pays où il y a des habitants dessus, des Antilles ou un bout du Venezuela, on dit qu'il a créé la mondialisation. C'est faux. Il n'allait pas vers un continent il ne soupçonnait pas, dont il ne soupçonnait pas l'existence. Il allait aux Indes chercher les épices. Donc, il allait vers l'Asie. Donc, c'est un accident de parcours qu'il découvre là. D'ailleurs, sur son lit de mort, il jurait qu'il a été aux Indes. C'est pour ça qu'on appelle les gens les Amérindiens ou les West Indies, etc., par rapport aux East Indians. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'UNESCO, moi je rends hommage à l'UNESCO, quand même c'est l'organisme onusien de la culture le plus élevé, le plus écouté du monde. Rien n'est parfait, mais je connais la lutte que Doudou Diène et ensuite, après lui, Moussa Aliye, qui ont été les deux directeurs des Rodou l'esclave, ont mené contre des pays esclavagistes. Ils ne voulaient pas faire émerger une parole. On dit que, je me rappelle qui est ce philosophe écrivain qui a dit le bourreau tue toujours deux fois, il tue physiquement et ensuite par le silence. Il y a cette chape de silence que l'UNESCO, en 1994, a fait exploser. Et nous, si nous sommes en train de parler, de faire des webinaires, d'avoir des dates, etc., il faut en rendre grâce à ce travail pionnier de l'UNESCO. Ça, c'est une chose. Et Doudou Diène, avec qui je suis encore en contact, c'est un avocat pénaliste international extraordinaire, rapporteur de l'ONU contre le racisme et les discriminations. Il était notre invité d'honneur au premier Festival international de la coolitude qu'on a organisé en Guadeloupe en 2018 pour qu'un événement international, pour la première fois,
dans l'histoire de la mise en relation de mémoire ait lieu. Et Doudou Diène a reconnu cet aspect de travail à faire pour que ces deux parties de l'histoire se reconnaissent. Bien entendu, rien n'est simple. Vous savez, on est dans l'histoire de la complexité. Et ce sont des complexités parce que, vous voyez, quand j'ai élaboré la première méthodologie, articulant esclavage et engagisme, il y a une vingtaine d'années, j'ai voulu casser une grille de représentation parce que vous parliez de Fanon tout à l'heure, Suzanne, eh bien, on est encore dans les représentations. Et ça, c'est la triple colonisation. Ça va continuer un certain temps, tant qu'il n'y a pas une éducation qui soit à la hauteur de l'enjeu. Vous voyez? Donc, que faut-il faire? Il faut faire comprendre aux gens descendants, les afro-descendants, les indo-descendants ou sino-descendants, qu'importe, tous ceux qui se préoccupent des humanités, eh bien, qu'ils ont été esclavagés ou esclavés à un moment ou à un autre. Ils ont été coulisés, hein, vous voyez, j'apporte aussi un néologisme, à un moment ou à un autre, où ils étaient les deux, parce qu'à un moment, vous voyez, les premiers esclaves qui arrivaient en Virginie ou aux Amériques, on voulait en faire des esclaves, et ça n'a pas été possible, on en a fait des coulis. Donc, les cases étaient interchangeables, suivant les lois en vigueur dans les pays. Donc, c'est presque, vous voyez, des fois, des hasards qu'on se retrouve coulis ou esclaves. Ce que je veux montrer du doigt, c'est que c'est un système de déshumanisation basé sur une idéologie racialisée qui infériorise des parties de l'humanité sur la couleur de peau, parce que le mot esclave, et ça tu ne l'as pas dit, Suzanne, chère poète, c'est les Slaves qui ont été mis en esclavage en premier, c'est des bons blancs. Je m'apprêtais à le dire lorsque tu m'as coupé. J'avais commencé par l'étymologie. Et l'étymologie d'esclave, c'est effectivement slave, c'est-à-dire que vous aviez de grands germains et des esclaves, de grands roux, de grands blonds. C'était tout à fait mon argumentation de départ lorsque tu m'as fortement coupé et que j'ai été obligée de raccourcir. Donc, effectivement, oui, mais là tu viens de parler fort longuement, tu sais. Non, pas aussi long. De te dire. Non. Je suis là. Mais pour terminer. Voilà. Donc c'est pourquoi je t'ai rendu l'appareil. D'ailleurs, dans l'engagisme, pour rester dans le sujet. Je suis parfaitement consciente que je ne l'ai pas dit, non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que tu m'as coupé et obligé à réduire. Mais c'est ça qui est important. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette mémoire, il est important de faire savoir aux générations à venir, celles qui sont complexées, que l'esclavage n'est pas lié à une couleur de peau ni à une race, et que d'ailleurs le mot race est une ineptie, que ça n'existe pas. Voilà. Ni à une religion, ni à une religion. Parce que toutes les religions ont mis une race en esclavage. Il y a une race, il y a une cacophonie dans l'engagisme, et on ne s'en plaint pas. Pourquoi? On prend toujours une date de façon arbitraire. Parce que je sais, quand on a déclaré le 2 novembre, était la date de l'arrivée des engagés, et il y a eu ma collègue avec qui j'écris ce livre d'histoire, Marina Carter, qui a été contactée par le gouvernement mauricien. Et donc, après plusieurs consultations, on a décidé de cette date du 2 novembre. Mais aujourd'hui même, quelque part en Amérique du Sud, il y a une commémoration de l'arrivée des engagés dans cette partie du monde. Et mais on ne parle pas du monde, on parle d'en France. Pardon? On parle de la France. Oui, non, mais tout à fait. Là, après c'est une question française, je veux dire. Tout à fait. Pour le coup, Marie-Ange Thébault, on ne t'a pas beaucoup entendu, donc peut-être que tu peux apporter ton point de vue aussi sur la question. Est-ce que toi, justement, par rapport aux actions que tu mènes, on parlait d'éducation, on parlait de… Voilà, toi, tu fais le festival Source de l'Humanité, tu projettes enfin des films, je crois, tu travailles avec le Prince Guézo sur ces questions de mémoire. Donc, qu'est-ce que tu fais sur le terrain, en fait, pour permettre, justement, de faire connaître notre histoire à de jeunes générations?
la jeune Alors, génération? nous faisons de l'éducation à l'image. Nous essayons à travers des documentaires, à travers des expositions, de faire connaître cette histoire de la traite négrière et de faire se rencontrer les Africains qui sont dans les pays de la route de l'esclave et les afrodescendants qui sont dans tous ces pays où sont partis les captifs. Nous essayons voilà, de mettre en place un regard croisé, de les faire se rencontrer, les faire se comprendre, parce que là aussi, il y a besoin de réconciliation, parce que en Afrique, il y a aussi un problème entre les ethnies. Voilà, ils ont aussi, pas seulement entre les ethnies, parce que nous nous rendons compte maintenant que, par exemple, dans les familles royales, il y a des individus qui ont été envoyés, le mot n'est pas esclavage, parce que dans les familles, on dit, on a envoyé ces individus qui font partie d'une famille royale, on les a confiés aux négriers pour qu'ils aillent voir ce qui se passe dans ces îles. Et une fois arrivés dans les îles, pof, ils sont mis aussi en esclavage. Et c'est ce qui est arrivé à l'ancêtre de Toussaint Louverture. Et ça n'est pas arrivé qu'à lui, parce que je connais d'autres citoyens français qui ont fait des recherches et qui se sont rendus compte qu'ils sont issus de familles royales. Parce que dans les familles royales, il y a aussi un espace de pouvoir. Donc, il faut écarter ces personnes de la famille qu'on ne souhaite pas voir arriver au pouvoir. Il y a des branches de la famille qu'il faut... et je pense qu'il y a énormément de personnes, de descendants, d'afro-descendants, dans ce cas et dans tous les pays. Par exemple, au Brésil, même la mère du roi Guézo de l'époque, elle a été exportée vers le Brésil. Et là-bas, elle a mis en place le candomblé, qui est le vaudou pratiqué au Bénin. Ça a été transporté là-bas parce qu'elle-même, elle est allée là-bas, elle a refait une vie là-bas et elle a mis en place la religion. Voilà, il faut apprendre à tout le monde que c'est une histoire monde et que la réconciliation, elle est entre différents composants ethniques de tous ces territoires. Voilà, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit en Afrique, au Brésil, en Amérique du Sud ou à La Réunion. Voilà, nous sommes des descendants de colons, des descendants d'esclavagistes et il nous faut nous réconcilier. Voilà, moi je suis désolée, nous sommes obligés de parler du monde entier et c'est pour ça que cette route de l'esclave, ce festival de films et cette éducation par l'image, elle doit se faire partout et que cette histoire, elle est une histoire monde parce que ces captifs, ils sont partis pour faire la richesse du monde entier et qu'il serait quand même normal que dans un contexte de réconciliation, nous ramenons tout le monde vers l'Afrique, vers l'histoire, la source de toute cette histoire-là. Marilyn, toi, sur le terrain, tu œuvres justement pour un mémorial à travers la prison Juliette Dodu. Tu fais en parallèle donc avec Marie-Ange le Toussaint Memorial Day. Enfin, tu œuvres sur le terrain justement à travers différentes actions que tu mets en place. Et voilà, voir un petit peu quel est l'impact que ça ressurgit sur la nouvelle génération par rapport au travail que tu effectues sur le terrain. Écoute, nous, c'est une ancienne prison qui date de 1718, donc qui est en lien avec l'hôpital militaire de l'île Maurice.
Et ça a été construit pratiquement à la même époque sous Maille de la Bourdonnais. Et donc c'était, cette prison était vouée à être démolie, donc pour laisser place à des logements, à des logements sociaux. Et donc c'était justement le combat de l'historien Sudelfuma que nous avons poursuivi. Donc il est parti assez précipitamment, disparu malencontreusement en mer. Et donc nous avons mené un recours donc, qui a duré quand même 4 ans de recours. Ça fait 7 ans que nous demandons à ce que le site soit donc il y a eu un jugement qui a été rendu le 14 septembre 2020. Donc le permis de démolir a donc été annulé. Et entre-temps, nous avons demandé l'inscription du site à l'ISMH, donc qui a été inscrit le 23 octobre 2019. Et nous avons également demandé à ce que le site soit inscrit au titre site de mémoire associé à la route de l'esclave. Donc ça a été fait. Nous avons obtenu le label de l'UNESCO. Ça a été labellisé l'UNESCO. Et effectivement, donc là, on a tout un travail qu'on est en train de mener avec les pays de la zone océan Indien, avec l'international, avec le national. Et donc, le travail, donc là, on est avec évidemment une équipe pluridisciplinaire. Et donc, on peut en faire, comme tu l'as dit toi-même, un mémorial pour s'asseoir. Parce que c'est vrai que les jeunes n'ont aucune référence. Ils ont besoin, je pense, de se référer à une histoire pour pouvoir se construire, bien évidemment. Donc, à côté de ça, il existe aussi un musée qui est le musée de Villèle, c'est le musée de l'habitation. Et à côté de ça aussi, au-delà de ça, il y a aussi un site à La Réunion qui serait très intéressant à être rénové. Et donc, c'est vrai, nous sommes dans la mise la mise en lumière des sites patrimoniaux, pour justement porter toute cette histoire qui est, comme on l'a dit là ce soir, invisible. Donc, invisible. Donc, c'est d'où notre travail c'est un travail qui est assez conséquent, d'autant plus que nous voulons montrer aussi que nos historiens existent. Donc, voilà, il y a une équipe pluridisciplinaire qui existe et qui voudrait aussi travailler sur ce site, donc sur ce lieu, sur ce mémorial. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes et le projet est en cours. Je ne veux pas trop en dire parce que tu l'as sûrement bien compris, on a ce qu'on appelle chez nous les escarpuis, les accapareurs. Donc voilà, je préfère ne pas trop en dire. Donc, mais le projet est en cours de réalisation. Nous travaillons avec le professeur Prosperet, avec toute une équipe d'historiens. C'est vrai que quand on a voulu faire cette thématique, mémoire et réconciliation, c'est parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de pillage en fait des monuments historiques et que ce soit aux Antilles. Je ne sais pas comment ça s'est passé à La Réunion. Je sais que vous avez érigé la statue de Toussaint Louverture dans les jardins de Saint-André. Mais justement, c'était pour voir comment les choses sont perçues aujourd'hui par rapport à ces questions mémorielles, puisqu'il y a des personnes qui veulent pas du tout, veulent en fait pas refaire l'histoire, mais en fait avoir une vraie version de l'histoire. Voilà, c'est pour ça en fait que c'était important de pouvoir avoir vos éclairages et vos points de vue sur la question. En 2021, quel constat peut-on faire sur la situation? Alors, je vais laisser Suzanne peut-être partir sur le sujet parce qu'en Martinique, il y a eu pas mal de mouvements sur ce sujet-là. Oui, et dans le fait de mémoire et réconciliation, on a d'abord
la nécessité de l'anamnésis, c'est-à-dire le contraire de l'amnésie. Tout le monde se rappelle ce que c'est que l'amnésie. Eh bien, là, il est nécessaire de ne pas oublier, plus exactement même de désobéir à l'injonction d'oublier, parce qu'on a beaucoup essayé de faire oublier toute cette mémoire de l'esclavage pendant de longues années. C'est tout récemment, finalement, hein, que nous faisons ce travail de mémoire. Et puis, dans la réconciliation, il y a aussi la nécessité de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec soi-même. Parce que d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment il y a des personnes qui sont encore aujourd'hui persuadées qu'il y a des couleurs inférieures. Je ne parle même plus de race parce que les gens sont dans des histoires finalement d'apparence. Ils confondent l'être et le paraître. Et alors, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire que le métissage est la solution. Non, on va pas le faire tout de suite, encore que ce soit un petit peu l'avenir et que tout le monde soit métissé parfois sans s'en rendre compte. Et surtout, ce qui est important, c'est que chacun retrouve le sentiment de sa dignité et on ne pourra se réconcilier, nous ne pourrons nous réconcilier entre nous que quand il y aura disons, des classifications qui seront abolies. Il n'y a pas que l'esclavage qu'il faut abolir. Il faut abolir aussi tous ces clivages et toutes ces autodiscriminations. J'ai l'impression aussi que nous sommes en bonne voie, mais tout en étant avec beaucoup de difficultés. Je vois qu'il y a des éléments qui sont des éléments de grande violence. Et la première violence que nous nous infligeons, ce n'est pas de souffrir, parce qu'on ne peut pas se débarrasser de la souffrance, mais c'est de ne pas essayer d'analyser notre souffrance et de trouver des solutions. Parce que c'est ça que nous cherchons quand même avant tout, hein, c'est d'arrêter de nous faire souffrir et de souffrir. Alors, tu me posais la question, Jennifer, bien sûr qu'il y a eu beaucoup de violence à l'égard des objets en Martinique, parce que nous avions des symboles qui étaient considérés comme très, très agressifs. Par exemple, Joséphine, effectivement, mais pourquoi ? Parce que là, il y a eu aussi beaucoup de défauts d'information. Bon, bien sûr qu'elle elle a été esclavagiste. Elle possédait des plantations en Martinique. Mais est-ce que les gens savent, on parlait tout à l'heure de Toussaint Louverture, est-ce qu'on sait que la mère de Joséphine, Madame de la Pagerie, était en relation d'affaires avec Toussaint Louverture, que Toussaint Louverture gérait la propriété, donc avec les esclaves, de la mère. Non, c'est Madame de Beauharnais, c'était la mère c'est la grand-mère, si vous voulez, des enfants de Joséphine. Et donc, Madame de Beauharnais était en relation avec Toussaint Louverture qui, lui, gérait la propriété avec les esclaves, bien longtemps avant de devenir le héros de la Révolution à Saint-Domingue qui donnera naissance à Haïti. Alors, vous savez, en bonne métisse, totale métisse, je vous dirais, personne n'est tout blanc ni tout noir. Toussaint Louverture est un grand héros, mais il a possédé lui-même des esclaves. Hein, quand il a racheté sa propre liberté étant esclave lui-même, il a acheté une propriété, une plantation, et il a acheté des esclaves et il travaillait avec la famille de Joséphine de Beauharnais que nous avons d'abord décapitée, puis dont nous avons complètement détruit la statue, enfin décapitée en statue. Alors, tout ça pour vous dire, ce sont plein d'analogies que je fais simplement parce qu'elles sont frappantes. Et le but de mon opération, c'est de dire qu'il faut se calmer, il faut apaiser les esprits, il faut voir que personne n'est parfait, que personne n'est tout blanc ni tout noir, et que nous avons beaucoup à apprendre et surtout éviter toutes les actions actives parce que ce n'est pas ça qui va mener à grand-chose. Alors, on peut les pardonner. Moi, j'ai une énorme mansuétude à l'égard de ces actions violentes, juvéniles, etc. Mais elles ne sont que juvéniles. Et il faut quand même, oui, raison garder et ne pas
se lancer la tête la première dans toute espèce d'opération et beaucoup, beaucoup étudier les modes de réparation, les manières de faire en sorte que la jeunesse, par exemple, se débarrasse des complexes de race. Ça, c'est très important, qu'elle soit liée, qu'ils soient liés à des refus, etc. Bon, voilà. Il faut, alors je n'ai pas dit qu'on devait faire comme aux États-Unis, avoir des quotas, etc. Encore que la discrimination positive, bien sûr, elle a été très contestée, très critiquée, mais bien sûr, en France, on dit qu'on n'a pas le droit de dire un tel est de telle couleur, un tel est... Bon, mais peut-être que si on prenait un tout petit peu de ce modèle de discrimination positive, un tout petit peu, peut-être que si on l'adaptait à la sauce française, avec un certain nombre de choses réservées, de choses, peut-être qu'on essaierait d'avancer. Je n'ai pas dit qu'on arriverait au but, mais on essaierait de donner confiance. Je pense beaucoup là aux étudiants, à tous ceux qui sont en train de façonner leur vie et qui partent sur des bases que nous voudrions les plus solides et les plus harmonieuses et les plus sécurisantes possibles. Voilà. Tal, vous avez quelque chose à rajouter sur... Les belles dames qui sont là nous donnent beaucoup de pistes pour ce travail à faire, qui est un travail de réconciliation avec soi-même, je pense, et avec les humanités, parce que au moment de cette pandémie, on se rend compte qu'on est sur le même bateau. Ça peut être un négrier ou un coulis-chip, mais cela veut dire que nous n'avons qu'un seul destin et que l'esclavagisme existe encore de nos jours. Il y a des enfants qui travaillent au Bangladesh pour des salaires de misère, en Afrique, dans les plantations de cacao, en Chine et ailleurs, et que ce n'est pas quelque chose qui est derrière. Comment empêcher que ça arrive, pour moi, c'est le premier souci. Comment empêcher, parce que l'histoire est cyclique, hein, il faut arrêter avec ces prétentions d'une histoire chronologique, l'histoire est cyclique. L'humanité est capable de grandes régressions en arrière et nous sommes devant des choix difficiles. Vous allez voir aux prochaines élections en France, hein, n'allons pas plus loin. Donc, il y a des monstres qui sont là. Il y a aussi une grande possibilité que cette pandémie nous donne de nouvelles solidarités. Mais comme le disait Suzanne, il faut faire un travail dans ce sens, par l'éducation, l'information, la formation, et aussi qu'on arrive à donner à nos jeunes cette capacité de comprendre que le passé, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de vivre le présent et d'avancer dans l'avenir. Il faut ces trois dimensions-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que les solidarités dans nos histoires, parce que ça, on parlait de pensée de la trace, hein, que Glissant a développé, eh bien, ces mises en relation sont très importantes. On ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre en disant « c'est pas mon histoire ». Sinon, on ne se construit pas grandement, on ne se construit pas en se projetant dans l'humanité. On reste encore dans des petites sections, des petits compartiments. Et ça ne nous fait pas grandir. C'est pour cela. En passant au-delà du binarisme, oui, je suis d'accord avec Suzanne, rien n'est complètement blanc, rien n'est complètement noir. Il y a peut-être du gris au milieu, et c'est ça la pensée de la complexité. Et vous parliez tout à l'heure, Suzanne, je te tutoie, je vous vois avec rapport, d'Aristote, qui trouvait que l'esclavage était naturel. Je pense qu'il faut aller revisiter Hegel, qui a développé cette dialectique du maître et de l'esclave, que je développe dans un écrit aussi, parce que là, il a une pensée binaire. C'est le maître et l'esclave. Et quand on met un engagé là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus dans le binarisme, on est dans le troisième terme ou la troisième présence, et cette difficulté-là, il faut l'intégrer. Et du moment qu'on est dans le ternaire,
on est dans la diversité. Et si nos pages d'histoire, de servitude, j'appelle ça l'histoire des servitudes, d'engagisme et d'esclavage, ne nous permettent pas d'aller vers des dimensions plus larges, on va continuer à tourner en rond de façon obsessionnelle dans des choses qui devraient nous faire grandir. Il faut, je pense, s'agrandir dans l'histoire, trouver des créativités par la poésie, par les arts, ça c'est très important, c'est ce que Suzanne fait, c'est ce que notre amie Marie-Ange fait dans ses travaux, Marilyn pareil. Et il y a aussi une politique des mémorialisations qui est très intéressante, qu'on n'a pas abordée ici, parce que j'ai été là quand l'UNESCO a classé à l'île Maurice 2 sites de mémoire. C'est 2 sites de l'humanité, hein. Ce n'est pas un site mauricien plus un autre site mauricien. On est dans l'humanité. Patrimoine mondial. C'est le Morne en 2008, comme symbole de résistance à l'esclavage. Ça, j'aime bien ce classement. Ce n'est pas pour commémorer l'esclavage, c'est un symbole de résistance à l'esclavage. C'est magnifique, c'est fort. On a commémoré ces gens qui refusaient d'être esclaves. C'est formidable. Et à Maurice, en 2006, on a eu l'Apavasigat, qui est la structure la mieux conservée au monde pour cette histoire de dispatch. On dispatchait les coulis dans le monde entier, etc. Il y a 450 000 qui sont arrivés à Maurice. Donc, ces 2 sites, à un moment, se regardaient comme l'histoire de l'esclavage et du langagisme en chien de faïence. Dès le lendemain du classement du Morne, on appelle ça le paysage culturel du monde, hein, j'ai écrit pour que ces 2 sites se parlent, qu'ils établissent, je reviens à cette idée de passerelle. Les grands chemins, les grandes routes, c'est intéressant, mais c'est les petits chemins qui m'intéressent, les petites ruelles, Suzanne, hein, où on peut prendre un café. Hein, tu m'inviteras chez moi quand je viendrai en Martinique. Hein. On peut dire de corps à corps, d'humain à humain, et prendre ces petites histoires-là, Marie-Ange pareil, Marilyn pareil, hein, parce que c'est vous, c'est nous qui avons fait un travail et malgré tout, nous nous retrouvons dans une position de transmission. Et ce qui est important, après 20 ans de la loi Taubira, après 1994, la route de l'esclave, des gens mis en esclavage par l'UNESCO, beaucoup de choses ont été accomplies. Beaucoup de choses. De mon côté, dans ma propre démarche, j'ai pu voir une matérialisation de nos histoires, de nos mémoires, à l'île Maurice, un tout petit territoire, n'est-ce pas? Je peux dire là, il y a des esclaves marrons, j'aime beaucoup ce terme aussi, le marronnage culturel. Il fait des marrons culturels. Il fait aussi, vous savez, chez les engagés, on pratiquait le vagabondage. Parce qu'il y a même un dépôt des vagabonds à l'île Maurice. Si on vous attrapait quand vous quittiez votre établissement sucrier sans un pass, on vous mettait là-bas en prison comme vagabond. Nous, on ne marronnait pas. Quoique le premier marron à l'île Maurice, Suzanne, tu seras contente de savoir, c'est une Indienne. Une première esclave. Elle a marronné à l'île Maurice. Elle était esclave, une Indienne. Donc, des Indiens étaient des esclaves. Le premier esclave à La Réunion, Marilyn, tu seras d'accord avec moi, et Hubert Gerbeau a écrit là-dessus, c'était un jeune garçon qu'un père jésuite avait en sa possession, c'était un Indien. Donc ces histoires-là sont entremêlées. Donc, arrêtons de nous mettre, c'est de la coulisse, c'est de la noire, c'est de la machin. On a tous été exploités. Ça, c'est des scars, on dit ça en anglais, des cicatrices que nous portons mémoriellement. Et l'important, c'est cette pacification à avoir. Cela ne veut pas dire oublier. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi, j'ai décidé de faire de la poésie. J'ai décidé d'écrire de l'histoire. Et je vous dis aussi une information intéressante pour réseauter, parce que nous sommes dans l'âge de l'informatique. Il ne faut pas... vous voyez cet outil magnifique que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Peut-être dans le passé, on ne pouvait pas dire, tiens, celui-là, il parle d'esclaves, celui-là, il parle d'engagés. On peut se réseauter. C'est magnifique d'utiliser cet outil. Je suis membre honoraire du premier institut de langagisme, Amina Gafour. C'est une mécène Amina Gafour, donc de Guyane britannique, qui a développé avec mon ami David Debidin, c'est un romancier,
un poète aussi. Ouais, les poètes sont très en pointe dans ces histoires-là. Hein, Aimé Césaire, Édouard Glissant et tout ça. Donc, il faut savoir que ces instituts existent et si on peut réseauter, si on peut faire des choses ensemble. Moi, je vous invite, vous qui vous occupez de l'esclavage, à faire quelque chose avec l'Institut Armil Agafour. Je suis chargé de coopération internationale à cet institut. On peut faire des conventions, on peut faire des memorandum of understanding, on peut faire des choses en collaboration. Je suis chargé à développer cette mise en relation des mémoires et des histoires. Donc, soyons, agrandissons-nous ensemble dans nos histoires. C'est un peu mon message, peut-être de fin, et que nos humanités, dans cette pandémie, ont besoin des voies pacifiques, des voies de mise en relation, et aussi, voyons ce que ces douleurs nous ont apporté de beau. Le jazz, le blues, toutes ces créativités. Vous avez parlé de syncrétisme, de cordon bleu, de vaudou, etc. Et il y a eu tellement de choses au niveau de la gastronomie. Regardez ce que ça nous a apporté, ces Indes, ces Afriques. Vous savez, quand j'ai rencontré Césaire, il m'a dit, il ne faut pas parler de l'Afrique, il faut parler des Afriques. Ça, c'est du réductionnisme, ça, colonialiste, non? Il y a une Afrique, on parle des Africains, mais quand j'étais au Mali, j'ai vu plusieurs Mali, les Dogons, les Peuls, les tout-couleurs. Il faut arrêter de réduire l'autre. C'est complexe. Nos histoires sont complexes. Il ne faut pas réduire à du binarisme. Il ne faut pas réduire à moi contre toi. Je pense que, je vais finir par Malraux, puisqu'on est en France, notre grand ministre de la Culture, il a dit « À quoi servirait ma douleur si elle ne m'aide pas à comprendre celle de l'autre ?» Voilà où je voulais en venir. Cynthia? Merci beaucoup sur cette très belle phrase. Je vois que Marie-Ange veut réagir depuis tout à l'heure. Marie-Ange, si tu peux… Oui, je souhaitais rebondir sur le mot triangle. Moi, ça m'amène au triangle de la réconciliation. C'est un espace au Bénin où on avait un projet en fait de créer des résidences d'artistes. Oui, là, c'est un espace où nous pouvons échanger, créer, boire un café, commémorer, voilà, et surtout réfléchir à… Parce que nous avons une responsabilité commune qui est de créer la réconciliation, de partager l'amitié et de la développer. Nous avons besoin de mettre en place des objectifs communs, et notamment pour la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel, pour le rapatriement de toutes ces œuvres d'art qui sont dans les musées, parce que je fais le lien avec les statues qui sont décapitées. Ça veut dire que quelque part, certaines personnes ne trouvent pas leur compte, veulent que ce soit leur histoire qui soit mis en exergue, en avant. Et donc là, pour revenir aux œuvres d'art, les Africains ont besoin de retrouver les biens spoliés. Ils ont besoin aussi de les voir, d'en profiter. C'est aussi un moyen économique. Hein. Si nous mettons du tourisme en place, il faut aussi que les touristes qui partent en Afrique puissent se dire « Ah, d'accord, cette œuvre, elle vient de l'Afrique, elle vient de ce pays-là. » Et c'est une façon aussi de prévenir, d'atténuer les conflits. Et voilà, donc tout en essayant de nourrir tout un chacun, d'éduquer, de faire en sorte que chacun travaille. Voilà, parce que de cette histoire, il reste encore beaucoup de gens pauvres à qui il faut venir en aide. Et je partais aussi du fait que d'autres figures, en fait, des figures telles que Henri Sidambarom ou enfin autres figures, je dirais des personnalités qui ont marqué, qui ont fait notre histoire, puissent aussi être représentées à travers des statues, à travers des monuments historiques dont on ne… Voilà, dont on ne met pas forcément en lumière, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être réapproprier son histoire à travers des figures autres que celles qu'on nous a imposées. Oui, Henri Sidambaram, c'est très…
très important. Je parle d'Henri Barham, mais voilà, je veux dire très important parce que c'est un avocat autodidacte. Donc moi, je dis que il y a cette dimension juridique aussi dans l'engagisme, ce qui fait qu'on a contesté aussi par la loi. Hein, il y a plusieurs commissions royales, plusieurs luttes juridiques qui ont été faites par des gens qui connaissaient la loi. Ça, c'est aussi peut-être une différence entre l'esclavage et l'engagisme, que le contrat ancrait le coulis dans un discours juridique. Mais cela dit, quand Henri Barham s'est battu pour que la nationalité soit accordée aux gens guadeloupéens, qui étaient apatrides à l'époque, il ne s'est pas battu que pour les gens d'origine indienne. Hein. Il s'est battu pour des gens qui étaient d'origine africaine et d'autres. C'est un exemple de la Guadeloupe, en fait. Oui. Mais ça, c'est qui a fait jurisprudence pour les autres départements d'outre-mer. Il a ouvert cette histoire à tous ceux qui souffraient. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. Et là, on va rejoindre cette appellation très belle que tu as citée, Cal, le morne, c'est cela? Le morne qui évoquait. C'est ça, morne. Oui, le morne. Le morne, oui. Le morne, donc ça veut dire en créole la colline. Donc il y a l'idée d'élévation, d'ascension, de s'élever au-dessus d'un certain nombre de miasmes morbides et de probres, etc. Et c'est intéressant parce que là, il y a la figure du marronnage, la figure du nègre marron que nous avons eu tant de mal à réhabiliter parce que le marron était présenté comme donc l'esclave fugitif, mais qui souvent revenait sur la plantation pour voler les autres esclaves, parce que c'était plus facile de voler dans les cases nègres que dans la maison du maître. Et donc, on utilisait cette figure pour la diaboliser. Nous avons réhabilité cette image de marronnage qui est très belle. On revient à l'étymologie. Le marron, ça vient de cimarron, pardonnez-moi mon accent banane, donc à la fois du portugais et de l'espagnol. Et dedans, vous avez cima, vous avez la cime, vous avez le fait de monter, de s'élever au-dessus de toutes les contingences, au-dessus de l'esclavage ou du statut d'engagé. Mais ce qui est important, c'est que c'était à l'origine quelque chose qui désignait le bétail. C'est aussi retourner à son humanité, regagner son humanité, que ce soit pour justement les Indiens, pour les autres peuples. Parce que, en fait, au départ, ce contre quoi nous luttons, c'est contre cette tendance qu'il y a à dépouiller les gens de leur humanité. C'est un mot qu'on a utilisé pour le bétail qui était domestiqué dans les fermes, etc., dans les plaines, et qui retournait à la vie sauvage en montant. Et nous, ce n'est pas vers la vie sauvage que nous montons, c'est au contraire vers notre plus haute humanité. Et je vous signale que nous disons tout cela en ce jour de Pentecôte. Alors, bien sûr, c'est une fête catholique, me direz-vous, mais c'est aussi une fête que l'on peut se réapproprier dans son sens de l'esprit, hein, l'esprit qui est ce qui va nous permettre de nous élever, hein, et de nous sortir. D'ailleurs, bon, justement, Césaire, nous avons abondamment cité, dans son cahier d'un retour au pays natal, dit bien qu'il ne se bat pas pour cette seule race. Hein. Il se bat pour toutes sortes de personnes qui sont réduites à moins que des humains. Et le marronnage intellectuel est tout à fait en harmonie avec ce que nous pourrions souhaiter de réconciliation, puisque c'est ce qui permet de nous entretenir entre personnes humaines. Se réconcilier avec soi-même et avec ses ancêtres. Les esprits des ancêtres, c'est ce que nous commémorons tout un chacun, parce que nous avons tous et toutes des histoires singulières, et les commémorations, c'est d'abord commémorer ses ancêtres, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Africains, la commémoration et les dates. Pour se réconcilier avec les dates, on va dire que chaque famille a son histoire singulière et ses dates de commémoration. Marilyn, et puis on va conclure parce que je pense qu'on a été très bavard. Parce que chez nous, il est très tard aussi.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est vrai que nous sommes dans tout ce qui est la réconciliation de l'histoire, de la mémoire, enfin, des mémoires, etc. Donc, vous avez déjà tout dit. Jennifer, lorsque tu es venue, tu as bien vu, nous sommes aussi dans cette dynamique de Toussaint Louverture où nous avons installé une stèle, donc un buste de Toussaint Louverture. Donc, c'est vrai que c'est en lien avec toute la connaissance que nous devons apporter à nos jeunes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui n'est pas enseigné dans nos écoles, dans le système éducatif de La Réunion. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Voilà, nous ne sommes absolument pas. Comment? Tu es à l'œuvre. Nous sommes à l'œuvre et en même temps, nous ne sommes absolument pas pour la destruction d'un quelconque personnalité, personnage, etc., de monuments, parce qu'on estime qu'on a besoin de laisser tout ça pour la... Nous, on l'a peut-être connu, enfin, on voit tout ce qui existe, mais on doit aussi laisser ça pour les générations futures, compte tenu qu'ils ont aussi besoin de savoir qui étaient nos esclavagistes. Donc voilà, nous sommes dans cette... plus dans cette... Pour nous, c'est ça aussi, la réconciliation. Ce n'est pas aussi de tout détruire, de déboulonner, voilà. Et ensuite, nous sommes aussi conscients que, compte tenu du métissage, donc Madame Gracius a beaucoup parlé de métissage, donc la réparation que nous passe, notamment pour une reconnaissance, donc de vouloir dire qu'aujourd'hui, il faut... réparer en matière d'argent. Donc, pour nous, ça va être très difficile par rapport, compte tenu de nos différents apports. Moi-même, je suis tricontinente. Je suis issue de différents continents. Donc, vous voyez, d'aller chercher une réparation quelconque avec telle et telle personne. Donc, nous sommes, moi personnellement, je suis pour on va dire, pour la réconciliation, pour l'apaisement, pour tout ça. Et je pense que les personnes avec qui je travaille sont aussi dans cette dynamique-là. Voilà. D'accord, moi je serais pour qu'on mette d'autres représentations, je dirais, de l'histoire, enfin des personnalités de l'histoire plus en avant et de faire en sorte qu'on qu'on réhabilite les choses. Maintenant, je vais laisser Cynthia conclure hein, parce que je crois qu'on a passé un bon moment ensemble. On était là depuis, ça va bientôt faire 2 heures qu'on parle. Donc, je me disais bien que vous seriez bavarde et bavard. Donc, je me suis même pas rendu compte que l'heure avait autant filé. Donc, non, avec des échanges très, très intéressants. Vraiment, merci beaucoup à tous. On a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la Réunion, de l'océan Indien, que c'est vrai que moi, je dis qu'en tant qu'Antillenne, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément de bien connaître, en fait, même au niveau national. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Cal sur la fin. Moi, j'y vois un peu, voilà, qu'est-ce que finalement on doit faire de notre passé? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Moi, j'y vois un peu une œuvre il faut faire œuvre de sublimation, finalement. Et c'est un peu tout ce que vous faites, en fait. Suzanne, à travers tes écrits, à travers ta poésie qui est magnifique, où tu mets vraiment les choses en scène, vous toutes également. Voilà, tous, vous faites œuvre de sublimation, et c'est ça, je pense, qui est important. Et voilà, et on est sur, finalement, une manière positive de transformer en fait cette histoire et d'en faire quelque chose dans le présent et aussi pour l'avenir à construire en fait ensemble et au-delà voilà des choses qui ont pu diviser avant et c'est ça aussi voilà la réconciliation. Donc Jennifer, si tu veux rajouter quelque chose. Non, en tout cas, je voulais vous remercier tous parce que même si vous avez des regards peut-être parfois divergents,
sur certaines questions, mais après, enfin, malgré tout, ça a été constructif et dans l'échange et le partage. Donc, c'est ce qui prime, c'était de pouvoir justement avoir ce regard croisé. Le tout, c'est pas forcément d'être d'accord, mais de pouvoir partager. Et chose qu'on a essayé de faire, en tout cas, à travers cet échange, même si on a eu quelques petits soucis techniques et que ça nous a un petit peu perturbé au début, mais je pense que ça ne nous a pas empêché de parler, puisque ça va bientôt faire 2 heures qu'on est online. Donc, merci à tous et à toutes. Et puis, peut-être un petit mot de fin pour chacun. Et puis, vous retrouvez prochainement sur des événements non virtuels, mais en présentiel. Oui, alors justement, malheureusement, moi, j'ai reçu des messages qui disaient que la personne n'avait pas pu regarder, mais qu'elle regarderait en replay. Alors, j'espère qu'il y aura c'est ça. un replay. Parce que, voilà, bon, enfin, je ne sais pas, oui, non, ça ne s'est pas résolu. C'est dommage. Apparemment, bon, ben, on a, voilà, enfin, je veux dire, ça a été un petit bug de départ qui ne nous a pas permis d'être sur la page, mais c'est enregistré et ça sera rediffusé. On va essayer de faire en sorte de republier cette rencontre. Cal, un petit mot de fin, juste un petit mot de fin, pas 2 heures encore. Bon, mais c'est avec un grand plaisir d'avoir eu des mots croisés et des regards croisés, parce que je pense que le plateau était très intéressant, très éclectique, avec des fulgurances, on va dire, linguistiques, poétiques, l'étymologie, des pratiques militantes, des démarches à sauvegarder le patrimoine, à La Réunion par exemple, une démarche pédagogique vis-à-vis des jeunes. Moi, je pense qu'il faut mettre vraiment l'accent dessus. Il faut une transmission. Et je pense que nos voix, avec nos spécificités, et c'est bien d'avoir nos spécificités, peuvent s'articuler, peuvent aller dans des directions intéressantes. C'est un travail à faire, hein. Ce n'est pas quelque chose qui... Vous voyez, c'est un long chemin. C'est un long chemin, avec des petites passerelles, des petites ruelles. Mais je pense qu'à un moment, c'est nos corps, ce sont nos corps. Parce que l'histoire, nous la portons dans nos corps. Ce n'est pas qu'une question de livre, hein. Ça passe à travers nos corps et ça donne un corpus de signes. Et je pense que nos jeunes qui sont sur Internet, sur leur époque, doivent avoir ce contenu, et un contenu interprété. Parce que tout à l'heure, Jennifer, vous parliez vous avez utilisé un terme, représentation. On a eu des fausses représentations. Et il est important de remettre un type d'histoire en avant parce qu'il y a eu une sorte de censure dans le passé. Et vous et moi, nous sommes en train de lever cette barre de censure. Et ça se fait par 1000 choses, par la cuisine, la musique, la poésie, l'histoire, l'éducation, la formation, résidence d'artistes, collaboration, écriture du livre, etc. Donc, l'histoire continue. Je pense que je vais arrêter là. Petit mot de fin, chacune, et puis on se retrouve prochainement sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, merci pour ceux qui ont essayé de nous suivre et qui n'ont pas pu nous suivre en direct. Mais en tout cas, comme je dis, ça sera rediffusé. Donc, Marie-Ange, à toi. Merci Jennifer, merci Cynthia. Enchantée, Cal, Suzanne, Marilyn, à très bientôt. Voilà. À bientôt, Marilyn. Il se fait tard chez toi à La Réunion, donc je pense que... Oui, j'imagine à l'île Maurice aussi, donc il est 23h26. Merci à toutes et à Cal. Donc, nous, tu sais, en octobre, on pense se voir. Jennifer, je pense. Donc, si Covid le permet. Donc, voilà. Donc, en octobre,
il y aura un colloque international avec tout ça, une ouverture et l'histoire des systèmes carcéraux, enfermement et liberté dans les pays de l'océan Indien. Donc on espère que ça va se tenir. Donc le Covid ne fera pas encore des siècles. Voilà. D'accord, au plaisir. Donc bon appétit à toi, Suzanne, si ce n'est déjà peut-être fait ou alors. C'est fait. Donc en Martinique, il est encore tôt. Tu as toute Oui, la journée devant toi. il est 15h, presque 15h30. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que j'ai changé parce que le soleil gagnait puisque j'étais sur la terrasse. Et donc, le soleil m'a envahi. Donc, je me suis réfugiée un peu plus à l'ombre. Et donc, je vous dis à tous au revoir, bonne journée. Tchéberet, pas molly, c'est molly à qui raide, c'est-à-dire tenez bon, ne mollissez pas, c'est mollir qui est raide. Voilà. C'est bonne nuit. Au revoir. Merci et à bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.